Egunon deneri, lehen hitza euskaraz eginen dut. Bonjour à toi Aurélie. Bonjour. Faire une petite présentation en langue basque d'abord et, euh, et après nous allons commencer donc avec ton intervention. Ah oui. Et merci beaucoup Aurélie pour ta participation à ces universités d'été virtuelles organisées par EHBay. Merci pour l'invitation en tout cas. Bon, orduan, egungoa hasi gabe, hainbat irizpide luzatuko dizkizuet, atzokoan ere zabalduak izan zirenak. Lehena, beraz, Zoomen konektatu zireztenentzat, kamerak itzali behar dituzuela, mikroak ere itzaliak behar dutela, eta ondotik galderak, Ogelik eginen duen hitzartzearen ondotik, galderarik baldin baduzue, chat bidez erarazten aldituzue. Eta Facebooken egungoa so eginen duzue nahi dagokienez, berdin, galderak erarazten alko dituzue txataren bidez. Beraz, bon, egungo hitzartzea Ogeli Truberen esku izanen da. Ogeli Trube ingenieri agronomoa da, zientzia ekonomikoetan diplomatua, eta unibertsitatean erakaslea. Atak mugimenduko 3 bozeramaileetarik bat da, eta 2012 arte Atak mugimenduko lehendakaria izana. Bon, egungo hitzartzearen ardatz nagusia izanen da, hain segur ere, maiatzaren 26an, Frantziako goi elkarte eta sindikatuk pandemiaren ingurumarian sortu den krisia, baina iturburu sakonagoak dituen horri aurre egiteko publikoki aurkeztu duten gogoeta edo irakurketa krisiatik ateratzeko plan gisa deitzen dena. Bertan, 34 neurri agertzen dira, kapitalismo produktibista eta autoritarioari alternatibak abian ezartzeko, eta erakusteko alternatibak sinesgarriak, desiragarriak, gauzagarriak eta abian ere badirela. Eta azpimarratzen du gogoeta horrek, medio politikoak eta sozialak aldaketa horren perspektiban zoin diren. Orduan, frantsesez eginen dut orain Ogelik hitza hartu aintzin, aurkezpen labur bat. Donc, pour revenir à l'invitation d'aujourd'hui à Aurélie Trouvé, donc Aurélie Trouvé intervient aujourd'hui dans les universités d'été. Le thème que nous avons choisi est donc plus jamais ça, un monde à reconstruire. Donc nous nous situons en pleine pandémie. Donc les grandes crises peuvent parfois déboucher sur des changements profonds et positifs. La crise sanitaire actuelle le montre bien. La vie peut l'emporter sur la logique d'une économie tout entière tournée vers la rentabilité financière. Mais tout dépend des luttes et des pratiques sociales. Les mobilisations populaires dont beaucoup dépendra sont donc la clé. Et elles seront d'autant plus puissantes qu'elles s'appuieront sur un imaginaire social alternatif et émancipateur. Attac, qui est par vocation un lieu de convergence et de réflexion collective, a donc pris l'initiative de favoriser l'élaboration rapide d'un texte. Donc, il rassemble des points de repère pour comprendre la situation et des propositions à la fois radicales et réalistes, car enracinées dans le réel. Car c'est de cela qu'il s'agit précisément, d'enracinement. Le 26 mai dernier, 20 associations et syndicats dont Attac ont rendu public un plan de sortie de crise de 34 mesures pour engager des alternatives au capitalisme néolibéral, productiviste et autoritaire et démontrer que ces alternatives sont crédibles, désirables et réalisables, dès lors que les moyens politiques sont mis au service de la transformation sociale et de la préservation de l'environnement. Donc, dans ce contexte, Aurélie, peux-tu nous présenter la genèse de ce document, son contenu, sa spécificité par rapport aux différents documents qui ont été présentés jusqu'à maintenant, et surtout, quelle est la feuille de route pour que ce document ne reste pas lettre morte et ne soit pas limité ou réduit à
un coup de communication. Voilà, une question vaste, mais qui permet d'engager la discussion et ton intervention. Bon, merci pour ce sujet passionnant et puis merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'intervenir à l'Université d'Etchebaye un an après le contre G7 d'abord, qu'on a organisé ensemble. Et heureusement que le mouvement Inversalé était présent, actif dans l'organisation de ce contre G7 et c'était une des clés de la réussite. Je dis ça d'autant plus que en fait, la genèse de cette dynamique Plus Jamais Ça en France qu'on a entre... alors c'est Attaque et à l'initiative avec la CGT et Greenpeace, et puis maintenant il y a une trentaine d'organisations grandes et petites, syndicales et associatives. La genèse, elle s'est faite au contre G7 en fait, puisque c'est au moment d'une plénière où nous avons invité entre autres, puisqu'il y avait aussi le mouvement Inversalé, et il y avait aussi Philippe Martinez et Jean-François Julliard, les responsables de CGT et Greenpeace. Et c'est à partir de là que nous avons commencé des discussions un peu plus poussées en nous disant qu'il y avait une crise du système capitaliste dans ses dimensions à la fois néolibérales et productivistes, et surtout qu'on voyait la crise de ce système comme un capitaliste qui exploite toujours plus à la fois le travail et la nature, ce qui fait qu'il fallait arrêter d'opposer les deux, d'opposer fin du monde et fin du mois finalement. Et c'était aussi une réponse au mouvement social très fort des Gilets jaunes, puis du mouvement climat. Les deux, alors c'est vrai, ont eu du mal à se rencontrer, mais en tout cas, il y avait de plus en plus ce slogan « fin du monde, fin du mois, même combat » que nous, on a essayé à notre niveau aussi de cristalliser dans cette alliance, dans cette dynamique Plus Jamais Ça, quoi. Voilà. C'est comme ça que s'est fait, je dirais, la genèse. Et la crise du Covid, en fait, elle a accéléré ces convergences, quoi. Au moment où on passe en confinement, nous, en fait, on se dit, bon, voilà, ça, c'est vraiment la crise du Covid, la crise sanitaire, c'est vraiment une crise poussée. C'est une accélération, finalement, de la crise de ce système. Et il faut qu'on puisse y répondre ensemble, quoi. Et d'ailleurs, je dis ça parce que ça veut dire aussi que cette dynamique, elle s'est constituée sur une vision radicale et systémique, une critique radicale et systémique du système, et on est parti du contenu. C'est-à-dire que pour nous, OK pour faire un arc de force large, mais sur des propositions, enfin d'abord sur une critique forte du système et sur des propositions systémiques de changement de système, quoi. Voilà. Et donc arc de force large, mais en même temps, sur des propositions radicales et systémiques. Voilà. Et on va assez loin dans l'arc de force, puisqu'aujourd'hui, on a Oxfam, France Nature Environnement, Emmaüs, etc. Donc, c'est des Alternativa, évidemment. Donc, ça va loin dans l'arc de force, mais en même temps, on se dit que pour peser dans le rapport de force, il faut à la fois réussir cette union, et en même temps le faire sur des clivages forts avec le reste, sur des clivages forts par rapport au système, quoi. Voilà pour la genèse. Comment ensuite poursuivre alors, je ne sais pas si tu veux, Egoitz, que je fasse tout d'un coup ou si on fait des pauses à chaque fois. Bon. Mais je peux parler quand même de ce qu'on a fait avec Plus Jamais Ça et ce qu'on propose de faire par la suite. Ce qu'on a déjà fait, en se retrouvant au moment de la crise, c'est d'abord des tribunes, ça c'est classique, mais on en avait besoin pour poser nos idées. Ensuite, une pétition, un plan de sortie de crise. La première mobilisation réellement qu'on fait, c'est celle du 1er mai avec les petits moyens qu'on a, vu qu'on était en confinement. Et puis, je crois que là, on est dans un nouveau temps, c'est-à-dire, nos propositions, plan de sortie de crise, qui est proposé par un arc de force inédit quand même, et c'est inédit qu'un tel arc de force propose autant de mesures en commun. Donc ce plan de sortie de crise qu'on a travaillé en fait au niveau national, on se dit que en fait maintenant il faut vraiment le discuter dans les territoires, il faut que ça remonte à partir des luttes locales. Donc là, c'est la période dans laquelle on se trouve maintenant, avec l'idée d'une synthèse plus tard, d'un retravail de tout ça à partir des luttes des collectifs locaux, puisqu'il y a plusieurs dizaines de dynamiques Plus Jamais Ça qui se sont constituées
qui sont constituées. Par ailleurs, il faut savoir aussi qu'il y a des dynamiques à l'international. Hein. Alors, ce n'est pas nous qui les avons, qui avons poussé, mais par exemple, en Belgique, on commence aussi à avoir le même type de dynamique à l'étranger, enfin, au Canada, en Belgique, etc. Et on commence à avoir aussi des liens internationaux, quoi. Voilà. Donc, là, on est dans une dynamique vraiment d'essayer d'ancrer localement ce qui s'est passé entre des responsables d'organisations nationales, et puis on est aussi en train d'essayer de passer à une phase de mobilisation, quoi. On se dit c'est très bien d'écrire des textes, c'est très bien, mais il faut qu'on mobilise, sachant, et j'y arrive, qu'on est dans un contexte très très particulier, puisque on est quelque part à l'aube alors évidemment la crise sanitaire et ses milliers de décès, mais derrière aussi, c'est une crise sociale et économique d'une ampleur exceptionnelle, hein, qui nous attend, puisque vous savez que on s'attend à plusieurs centaines de milliers de chômeurs en plus dans les semaines et mois à venir. On sait que en fait, le gros de la crise sociale et économique n'est pas encore là. Jusqu'à maintenant, ça a été beaucoup de... Alors, il y a déjà quand même 700 000 chômeurs en plus en France, hein, déjà depuis le début de la crise. Alors, ça a été essentiellement les plus précaires. On sait que maintenant, devant nous, c'est des plans sociaux, des emplois pérennes, des CDI qui vont trinquer. Et ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a une stratégie du choc du gouvernement français. C'est-à-dire que au lieu de répondre véritablement en essayant de se projeter dans un monde d'après différent du monde d'avant, en fait, le gouvernement met en œuvre une stratégie du choc, c'est-à-dire qu'il profite de cette crise, il profite aussi des milliers de décès, il profite de la situation de sidération, de tout le monde pour en fait accélérer sa politique néolibérale et productiviste. Et on le voit à travers de multiples exemples. On le voit à travers le démantèlement du droit du travail, à travers, par exemple, aussi l'accélération des négociations sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Souvenez-vous, au contre G7, hein, Macron nous faisait un grand discours sur il faut revoir l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur parce que Bolsonaro, l'Amazonie, etc. Depuis le contre G7, il n'y a pas eu un seul mot là-dessus de la part de Macron. Et en fait, les négociations se sont poursuivies avec la France. Et donc preuve que... ils sont dans la poursuite, si ce n'est l'accélération de ce modèle précédent, avec même la levée de protection de l'environnement au nom de la relance économique. On le voit avec la réintroduction des néonicotinoïdes en France sur la betterave sucrière, mais ce qui est un énorme recul sur le plan environnemental, et ce n'est pas fini. Donc, et puis stratégie du choc aussi, évidemment, moins ce gouvernement a de légitimité, c'est-à-dire moins il fait consentement auprès de la population, ou en tout cas moins il a l'adhésion de la population, et plus il a besoin de coercition pour imposer sa politique. Ce qui explique aussi le fait que la dimension autoritaire de ce gouvernement, son arsenal policier, son arsenal de violence policière, son arsenal de répression judiciaire soit encore renforcé. Et donc voilà, on l'a vécu, on l'a vécu pendant tout le confinement et le déconfinement, et en particulier dans les quartiers populaires. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'en France, la première grande manifestation après le confinement, ce soit contre les violences policières et le racisme, c'est bien parce que dans les quartiers populaires, il y a une stigmatisation systématique et des violences, des contrôles aux faciès, etc., qui se sont multipliés dans les quartiers populaires. Moi, étant à Montreuil, ça on l'a vécu, on le sait, ça se dit, les gens en parlent. Et donc, d'où la réaction aussi sur... alors évidemment, il y a la mort de George Floyd, mais il y a aussi le contexte en France de répression policière et judiciaire de plus en plus important, et qui s'abat notamment, alors évidemment, sur les mouvements sociaux. Nous, on le voit, évidemment, on le vit dans les manifs, et on le vit parfois... avec des blessures, voilà. Mais il y a aussi le fait que ce soit abattu particulièrement sur les quartiers populaires. Voilà. Pour finir peut-être sur ce qu'on porte ensemble avec Plus Jamais Ça, puis je vous laisserai aussi réagir. Je ne vais pas déballer tout le plan de sortie de crise. Voilà, il y a 34 mesures. Moi, je voudrais parler d'une chose en particulier, parce que c'est ça qui va, à mon avis, être clé dans les mobilisations à venir. Ce qui va être clé, c'est la question de l'emploi. C'est-à-dire, de mon point de vue, le risque qu'on a dans les mobilisations à la rentrée, c'est que d'un côté, on ait des mobilisations très syndicales, sociales,
sur la question de la destruction d'emplois, y compris dans l'aérien, l'automobile, etc., qui vont être les secteurs les particulièrement touchés, et de l'autre, des mobilisations écolo. Alors d'un côté, par exemple, nous, on a le 17 septembre, appel par les syndicats à mobilisation sur les droits sociaux, puis de l'autre, par exemple, comme le 3 octobre, appelé par Alternativa, Greenpeace, etc., contre les aéroports. Mais finalement, qu'on justement on n'arrive pas à se rassembler autour de fin du monde, fin du mois, même combat. Or, je pense vraiment qu'il faut qu'on porte la question de l'emploi ensemble, c'est-à-dire, oui, il va y avoir des investissements, des activités les plus polluantes, et il faut le faire, il faut profiter, en fait, entre guillemets, des dizaines de milliards d'euros, parce qu'actuellement, il y a des dizaines de milliards d'euros déversés par les autorités publiques pour aider les très grandes entreprises sans quasiment aucune condition écologique et sociale. Or, il y aurait une énorme occasion de changer le système productif, de changer profondément nos manières de produire, de consommer, et par ailleurs, l'occasion d'une reconversion, d'une rupture sociale et écologique à travers toutes ces aides qui sont déversées, sans compter, bon, je ne sais pas ces détails, c'est assez technique, mais sans compter aujourd'hui toute la politique monétaire d'aide de la Banque centrale européenne, et là, c'est des centaines de milliards d'euros de rachat d'actifs. Donc, il y aurait un levier extrêmement important de bifurcation, de rupture. Hein. Moi, nous, à ATTAC, on parle de révolution écologique et sociale. Il y a les moyens de la faire maintenant, cette révolution écologique et sociale. Donc, investir des activités les plus polluantes, mais évidemment, ça veut dire éventuellement moins de travail dans ces activités-là, mais ça veut dire, dans ces activités, qu'on puisse convertir, qu'on puisse transformer les manières de produire, qu'on puisse baisser le temps de travail, en particulier dans ces activités à revenus stables, et puis surtout qu'il y ait une sécurité sociale professionnelle, c'est-à-dire qu'on garantisse l'emploi à tous ces travailleurs qui sont dans ces activités-là, qu'on leur garantisse une formation de haut niveau, à revenus droits constants, pour qu'ils puissent aussi opérer, éventuellement se réorienter, changer de façon de secteur, en leur garantissant ça. Et par ailleurs, il y a des millions d'emplois surtout à créer aujourd'hui, je dis bien des millions d'emplois rien qu'en France, dans les services publics et dans la transition écologique. On avait sorti un rapport il y a quelques années, 1 million d'emplois pour le climat. On avait estimé avec d'autres organisations, des experts économistes, etc., qu'on pouvait aujourd'hui, on avait besoin d'1 million d'emplois en plus pour la transition climatique. En fait, on a besoin de millions d'emplois en plus dans les services publics. Par exemple, il faudrait 100 000 emplois pérennes, je dis bien, en plus dans les hôpitaux publics. C'est ce qu'on dit dans le plan de sortie de crise. Donc, en fait, il faut passer d'une économie de l'offre et de la demande. Donc, il faut laisser tomber l'économie de l'offre qui s'abat depuis 30 ans avec l'économie néolibérale, mais il faut aussi laisser tomber la politique de la demande qui est née des 30 glorieuses, qui ne voyait pas les limites physiques de la planète, et passer à une économie des besoins, c'est-à-dire quels besoins socio-écologiques, et à partir de là, quels millions d'emplois on garantit, avec la garantie de l'emploi pour les chômeurs, et en particulier pour les chômeurs longue durée, mais l'ensemble des chômeurs, garantir l'emploi, que l'État garantisse l'emploi en dernier ressort. Et pour ça, donc, il crée des millions d'emplois là où on en a besoin. Vous voyez bien que dans les hôpitaux publics, que dans les écoles, les crèches, les universités, il y a tout un tas de domaines où on a un besoin urgent, absolument nécessaire de ces millions d'emplois, de la même façon que dans la transition écologique, ça je ne développe pas. Voilà, donc voilà l'idée qu'on porte, avec évidemment le partage du temps de travail. Et ce qui est étonnant, c'est de voir que dans la Convention citoyenne pour le climat, alors qu'on disait que le partage du temps de travail, c'était absolument pas acceptable socialement, vous voyez qu'il y a quand même un tiers des citoyens de la Convention citoyenne pour le climat qui ont voté pour la semaine de 28 heures. Pas 35 ou 32 heures, 28 heures. Preuve que cette idée, elle fait son chemin, et que quand les citoyens sont informés, ils se rendent compte que le partage du temps de travail non seulement est possible, mais absolument nécessaire pour garantir l'emploi. Voilà, je finirai juste en disant que ces mobilisations vont être très importantes à la rentrée. Nous, le 25-26 septembre, on appelle d'ores et déjà, plus jamais ça, à des initiatives locales un peu partout, parce que c'est les marches internationales pour le climat. Et on dit qu'il faut des initiatives pour l'emploi et le climat les 25 et 26 septembre, juste après d'ailleurs le plan de relance qui sera en tout cas édicté par le gouvernement français, mais aussi parce que ça sera certainement aussi un moment de mobilisation contre ce qui se passe, contre le réchauffement climatique, les politiques climaticides, et notamment en lien avec les mouvements en Amazonie. Donc c'est un moment, et puis ça sera les 1 an
de la catastrophe de Lubrizol à Rouen. Donc c'est pour nous une date importante sur laquelle on souhaite se mobiliser ensemble. Voilà. Et puis on verra par la suite aussi pour poursuivre ces mobilisations. Je pense aussi qu'il faut absolument poursuivre les mobilisations contre les violences policières et contre les restrictions des libertés de manifester, parce que cette dimension autoritaire va s'abattre de plus en plus sur nous. Donc un agenda, je dirais, bien chargé pour les semaines et les mois à venir. Je finirai là-dessus. Je pense que les semaines à venir vont être décisives. Je vous l'ai dit, stratégie du choc du gouvernement. Or, il va y avoir, certes, il faut bien comprendre qu'en fait, les grandes entreprises ont perdu les marges des capitaux, enfin, la rémunération des capitaux a diminué pendant la crise. Il y a eu des pertes nettes de bénéfices dans les entreprises qui a attaqué un petit peu les marges des grands détenteurs de capitaux. Or, ces entreprises vont vouloir restaurer ces marges. Ils vont vouloir restaurer les rémunérations des dividendes, des actionnaires, des grands patrons, etc. Et donc, il va y avoir une pression énorme pour exploiter encore davantage le travail et la nature. Donc, et il va y avoir notamment sur le plan du travail un chantage à l'emploi extrêmement important, d'autant plus qu'il y aura eu des centaines de milliers de chômeurs en plus. Donc, et on le voit dans les dispositifs qui viennent d'être mis en place par le gouvernement français, par exemple le dispositif chômage longue durée, nouvelle version, qui permet notamment les destructions, les diminutions d'effectifs et les diminutions de salaire. Voilà. Donc, on a tout l'arsenal en place pour s'en prendre plein la figure dans les entreprises, pour précariser le travail, pour finalement faire une relance de l'emploi encore plus précaire, encore plus mal payée, et certainement d'ailleurs avec beaucoup plus de chômeurs en plus, tout en ayant une politique de levée de, entre guillemets, de contraintes environnementales, en fait, une politique qui visera à démanteler toutes les mini avancées qu'on a pu opérer sur le plan environnemental, si tant est qu'il y en a eu, mais enfin si, il y en a eu tout de même, toutes les mini avancées qu'il y a pu avoir, là aussi c'est une occasion formidable pour le gouvernement pour les mettre de côté. Voilà, donc on est vraiment, de mon point de vue, dans une situation un peu clé, quoi. Voilà, qui va dépendre beaucoup de notre capacité de mobilisation. Je ne pense pas, moi, qu'il y ait de gauche qui puisse arriver au pouvoir et qui mette en place une véritable politique de gauche s'il n'y a pas de mouvements sociaux très forts qu'il porte. On le voit au moment où le Front populaire arrive au pouvoir, par exemple. Ça ne se fait pas comme ça. C'est parce qu'il y a des mouvements très, très forts avant et une fois que le Front populaire est en place qu'il y a une réelle politique de gauche qui se met en place. Donc sans ces mouvements sociaux très forts, il n'y aura pas cette politique de gauche qui vise à dépasser le système capitaliste. Donc voilà, et les semaines à venir, les mois à venir vont être essentiels pour ça. Voilà. J'étais déjà trop longue sans doute. Je me permets de te relancer un peu sur une autre question. Alors, tu nous parles de bifurcation et de rupture. Donc c'est vrai qu'on est dans un contexte dans lequel l'instrumentalisation de la part par le système et par le pouvoir rend difficile comment dire de visibiliser une alternative au monde dans lequel on vit qui soit crédible et désirable. Donc à partir de là se posent plusieurs questions. Je pense que tu as déjà commencé à répondre à la fin de ton intervention. Je pense qu'il y en a une. Donc, ça fait partie des échanges dans le cadre du G7, c'est la question des échelles de l'émancipation et du problème qu'a le mouvement de transformation, je dirais, à l'échelle européenne, non seulement à l'échelle de l'État français, celle de l'écueil de dépasser cette perspective qui est de considérer qu'il y aura changement ou il n'y en aura pas si ce changement ne se déploie pas à l'échelle de l'État-nation, donc du centre, à partir duquel émanent beaucoup d'alternatives, beaucoup de réflexions. Et la question se pose aussi également de comment articuler ce changement avec les différentes échelles et en prenant en considération qu'il y a des territoires dans lesquels les rapports de force sont favorables et là où des dynamiques déjà de transformation se mettent en place. Donc, ça, c'est une première question sur la question des différentes échelles de l'émancipation et de l'articulation de ces différentes échelles. Et il y a une deuxième question qui est également qui est importante, c'est-à-dire pour arriver comment dire, à concrétiser ces mesures, par exemple les 34 mesures qui ont été prises, on se retrouve face à une réalité dans laquelle il faut quand même mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire il faut
c'est la question du pouvoir, de la gestion institutionnelle. Donc, à partir de là, quelle articulation et quelle synthèse entre les mouvements populaires et les partis politiques? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un véritable mouvement politique qui se mette en place, un mouvement populaire, mais il faut également réfléchir à la construction de cette synthèse, de cette articulation, sachant que dans les mouvements populaires, il y a cette peur de l'instrumentalisation des partis politiques. Donc, comment reconstruire un nouveau rapport qui serve à construire définitivement cette alternative dont on a besoin? Alors, ce n'est pas des petites questions. Non. Voilà, bon, je vais essayer d'y répondre comme je peux sans être trop longue. Mais bon, sur la première question, je vais commencer par un terme qui fait débat, celui de planification. Parce que pour moi, justement, il permet de poser le problème. C'est que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de vision, ça c'est sûr, de long terme. On ne répond pas à la crise écologique avec une vision de court terme. Et on a besoin de répondre à un certain nombre d'enjeux au niveau le plus élevé possible, géographique. Voilà. Également parce que voilà, on ne combat pas le changement climatique, la crise de la biodiversité, la crise de la pollution des milieux naturels, pour reprendre les 3 grandes crises environnementales, écologiques actuelles. On n'y répond pas. Enfin, évidemment, on peut y répondre à un niveau local, mais il faut y répondre au niveau le plus élevé possible. Et donc, il y a besoin à un moment donné, de mon point de vue, de planification à une échelle la plus élevée possible. En l'occurrence, l'échelle aujourd'hui de l'État-nation peut le réaliser, mais à une condition, j'y arrive. Je pense qu'il faut changer de modèle de planification. Ce n'est pas la planification telle qu'on a connue en France avec le commissariat général au plan. Ce n'est pas une planification antidémocratique, c'est une planification, qui associe pleinement, très fortement les usagers, les collectivités locales, les organisations syndicales, associatives, etc. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, je pense qu'il faut un transfert très massif des moyens budgétaires, réglementaires vers les territoires. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, Egoïs, d'abord, parce qu'il y a des territoires dans lesquels cette révolution écologique et sociale peut se faire bien davantage que dans d'autres, parce qu'il y a des mouvements qui le permettent. Alors évidemment, je pense au Pays Basque, mais ce n'est pas le seul. Il y a des mouvements qui le permettent. Voilà. Et on a besoin de territoires aussi qui montrent qu'on peut le réaliser, et on peut le réaliser rapidement, quoi. Voilà. Et quelque part, il faut donner à voir que les alternatives au capitalisme, les alternatives concrètes et locales existent. Et pour ça, il faut donner les moyens pleins et entiers il faut donner beaucoup plus de moyens, de mon point de vue, aux collectivités locales, mais aussi à des mouvements locaux. Voilà. Et il y a aujourd'hui des alternatives. Alors, je vais parler hors Pays Basque parce que voilà, je pense que vous parlerez beaucoup mieux que moi de votre territoire. Mais aujourd'hui, l'expérimentation sur les territoires zéro chômeur en France montre qu'on peut aller très loin loin dans les alternatives en s'appuyant sur les besoins locaux. Or, ces besoins locaux, on ne peut les connaître qu'au niveau local. Voilà. Et donc, il y a une démocratie, il y a une connaissance des besoins locaux qui ne peut se faire qu'à cet échelon-là. Voilà. Et alors, je parle du territoire zéro chômeur, mais il y a tout un tas d'autres initiatives qui sont aujourd'hui, qui se mettent aujourd'hui en place, y compris notamment au niveau des communes. Moi, je vois qu'il y a des copains de la Chambre basque et de la Confédération paysanne, mais par exemple, voilà, ce qui se passe au niveau des cantines locales, des dynamiques qu'il y a dans certaines villes, en lien avec les paysans, en lien avec les mouvements de parents d'élèves, etc. C'est des choses qu'on ne peut évidemment pas décréter à un niveau national. Donc oui, il y a un besoin d'émancipation au niveau territorial, passant, entre autres, je ne dis pas qu'il faut que ça, mais passant entre autres par un déploiement un transfert massif de moyens au niveau local qui est absolument nécessaire. Donc, de mon point de vue, moi, je plaide pour une planification qui se fasse à l'échelle nationale et internationale, mais qui passe aussi par une planification au niveau local et qui soit surtout démocratique et associant pleinement et très fortement les territoires. Par ailleurs, je pense que la relocalisation dont on a absolument besoin ne se fera justement qu'avec cette émancipation territoriale, relocalisation voilà, qui passe par un certain nombre de mesures édictées à l'échelle nationale ou internationale, même à l'échelle européenne. Je pense à la politique commerciale, à laquelle il faudrait sans doute désobéir par ailleurs à l'échelle nationale.
voilà, il faut évidemment une politique commerciale protectrice, donc il faut désobéir à l'échelon européen. Il faut des marchés publics qui avantagent les producteurs locaux. Là aussi, ça demande de remettre en cause le droit de concurrence européen. Il faut tout un tas d'instruments aujourd'hui de relocalisation, y compris une planification pour développer les secteurs sur par exemple des produits de première nécessité. On l'a vu avec la crise, hein, qu'on a absolument besoin de développer. Je ne pense pas seulement aux masques, je ne pense pas seulement aux médicaments, etc. Mais il y a tout un tas de domaines dans lesquels on a besoin aujourd'hui de relocaliser. Si je prends la question de l'agriculture, on a absolument besoin aujourd'hui de développer les protéines végétales en Europe, les fruits et légumes aussi, en France, et au plus près d'ailleurs du niveau local, pas dans les territoires. Je pense qu'il faut une indépendance, enfin une autonomie, pas une autonomie alimentaire beaucoup plus importante au niveau du petit territoire, y compris pour des questions agroécologiques, et tout ça, de mon point de vue, se planifie à tous les échelons, effectivement, et en donnant, évidemment, ce que tu l'as dit, Hugo, en conférant une émancipation au territoire beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Voilà, et je vais finir sur la question compliquée des relations entre les mouvements sociaux et les partis politiques. Voilà, en France, on a cette particularité d'avoir la charte d'Amiens et d'avoir, en particulier depuis les années 60, enfin, moi je le situe à peu près là, une volonté très forte, une volonté beaucoup plus forte d'indépendance, en tout cas des grands mouvements syndicaux et associatifs par rapport aux partis politiques. Voilà. Est-ce que c'est bien ou mal? Moi, je pense aujourd'hui qu'on a besoin de cette indépendance. Des structures, ça ne signifie... Évidemment, on a plein de militants qui pourront être à la fois dans le secteur syndical et associatif et dans des partis politiques, et tant mieux. Puis au niveau local, je veux dire, la plupart de nos militants, nous, à Attaque, enfin beaucoup, sont à la fois dans un syndicat, une association et souvent dans un parti politique. C'est pas le souci, c'est qu'il y a une indépendance des structures et des choses que l'on porte, y compris parce que quand une gauche arrive au pouvoir, elle ne fera pas forcément une politique de gauche. Et il faut avoir des mouvements sociaux qui justement s'insurgent à un moment donné si la politique qui a été portée pendant la campagne, si la politique, une fois mise en œuvre, n'est pas celle que les mouvements sociaux portent. Je pense pas, je donne un exemple tout con, hein, mais en Grèce, quand Syriza s'est mis, enfin, pour en avoir discuté beaucoup d'ailleurs avec un certain nombre de députés ont quitté Syriza en Grèce, hein, c'est les mouvements sociaux qui ont porté Syriza en Grèce. Ils ont été tellement associés à Syriza qu'une fois que Syriza a été, au pouvoir et que Tsipras a trahi quelque part la politique qui devait être portée par Syriza, qu'elle avait promis de porter, en fait, les mouvements sociaux ont été trop faibles pour rappeler à l'ordre, pour faire en sorte que, pour mettre la pression, pour renverser le rapport de force et faire en sorte que Syriza mette bien en œuvre cette politique-là. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas confondre les deux. Et quand certains partis politiques appellent à une fédération populaire, certes, il pourra y avoir des militants, des responsables syndicaux, associatifs, mais ça ne peut pas être les structures. Les structures ont besoin d'indépendance une fois que la gauche est au pouvoir. En tout cas, c'est mon point de vue. Ce qui n'empêche qu'on peut tout à fait mener des batailles ensemble, mener des mobilisations ensemble, y compris, je pense que les partis politiques feraient bien, du point de vue programmatique, de s'inspirer davantage de ce qui est porté dans les mouvements sociaux, et qu'on a besoin de tout le monde quand on fait une mobilisation de masse dans la rue. Donc voilà, et plus jamais ça d'ailleurs, on a des dialogues réguliers avec les forces politiques de gauche qui partagent nos points de vue, mais voilà, cette indépendance, je pense qu'elle est importante en tant que structure et qu'il faut la préserver, y compris si une réelle gauche arrivait au pouvoir. Mais très bien, Aurélie, merci d'avoir répondu si clairement à un problème, en tout cas un débat qui aujourd'hui, est dans les tuyaux. J'ai cru comprendre que donc ces questions-là se posent aujourd'hui sur la question donc alors pas de l'indépendance, mais c'est plutôt des relations ou de la méfiance réciproque entre les mouvements populaires et les partis politiques, et la manière dont une nouvelle synthèse doit être construite, surtout si on envisage le calendrier des joutes électorales et institutionnelles qui s'approchent, et le problème dont je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire comment
comment concrétiser ces mesures. Donc, bon, par expérience, ces mesures peuvent être portées par le mouvement populaire, donc, qui a pignon sur rue, qui répond à des institutions ou à une réalité institutionnelle qui fait défaut. Et souvent, le fait que ces réalités institutionnelles fassent défaut permet de construire des alternatives parce qu'il faut répondre à des nécessités de la population ou des territoires. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on est un peu dans cette tension, c'est-à-dire revendiquer à un État ou à des institutions le changement et construire le changement. Donc, bon, là, il y a donc la synthèse ou l'articulation entre les mouvements populaires et les institutions qui se posent, mais également comment ne pas contribuer à un changement, bien sûr, de majorité, de couleur, de mouvement qui a vraiment volonté de construire une alternative. Et pour ce faire, donc, tu parlais du rapport de force entre le mouvement populaire et ces partis ou ces coalitions qui pourraient représenter ce changement. Mais il y a également la question qui se pose de comment construire, le changement dès maintenant aux différentes échelles sans attendre ce changement, sans attendre ce changement au niveau institutionnel. Donc je pense que là, le rôle des mouvements populaires également prend une autre envergure, c'est-à-dire ne pas se cantonner à une logique d'opposition ou de revendication, mais s'inscrire dans une logique de construction. Voilà, c'est une manière de construire une hégémonie culturelle qui permette par la suite un changement politique institutionnel. Donc je ne sais pas si cette question-là fait partie également des réflexions d'attaque et fait partie également des réflexions qu'il y a eu dans la genèse donc, de ce document et je dirais l'alliance entre les différents mouvements syndicaux, etc. Oui, oui. Alors, ce que tu peux... Non, mais c'est une vraie question parce que c'était Enfin bref, c'est un débat que j'ai fait à l'AFI d'ailleurs il y a quelques jours avec le responsable de la FSU, Benoît Tess, qui dit mais indépendance ne veut pas dire indifférence. C'est-à-dire qu'évidemment, on est, nous, en tant que mouvements sociaux, plus que concernés. On a un vrai problème. C'est-à-dire qu'on peut mener des mouvements sociaux forts depuis quelques années, comme on les connaît, Gilets jaunes, Marche Climat, les marches climat sur les retraites, sur les violences policières, sur le féminisme. Les dernières années, nous, en tout cas en France, ont été vraiment très marquées par les mouvements sociaux, et des mouvements sociaux forts, inédits, divers, innovants, et qui, de mon point de vue aussi, se sont élargis en termes de base sociale. Et en même temps, on a un vrai problème aujourd'hui de traduction politique, quoi. C'est-à-dire, faut se dire quand même franchement, la gauche électorale, en tout cas en France, la gauche électorale a un vrai problème, quoi. Hein, donc, y compris de socle idéologique qui ensuite se traduit par des problèmes de fragmentation, etc. Donc, une vraie gauche, je dirais, de rupture avec le système capitaliste néolibéral productif, cette gauche-là a du mal aujourd'hui à constituer un socle suffisant pour espérer pouvoir l'emporter dans les prochaines élections, quoi. Et évidemment, quand nous, on porte des choses et qu'on se dit que c'est pas prêt d'arriver au pouvoir, ça pose évidemment problème. Donc, même si on dit que nous-mêmes, on fait de la politique, enfin, ça, moi, je le dis toujours, ça, les mouvements sociaux, nous faisons de la politique, nous jouons sur les rapports de force. Nous proposons des choses, y compris à l'échelle institutionnelle. Hein, quand la taxe se fonde sur l'idée d'une taxe sur les transactions financières, évidemment que du coup, on rentre pleinement dans la politique. Et on fait de la politique au sens aussi, avec Plus jamais ça en particulier, au sens aussi où on a une vision systémique et on embrasse l'ensemble du champ politique, pas seulement sur notre petite entrée environnementale, sociale, les violences policières, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a la prétention ou l'ambition de s'attaquer à l'ensemble du système et de proposer des ruptures systémiques. Voilà, on fait de la politique et en même temps, on voit bien que du point de vue institutionnel, on est aujourd'hui devant une énorme difficulté, quoi. Alors là, moi, ce que je dirais, c'est que voilà, d'abord, les prochaines élections ne verront une gauche au pouvoir que s'il y a des mouvements sociaux forts, ça c'est la première condition, et que c'est peut-être ça qui sera la condition aussi pour que se constitue une force. Alors là, je parle de l'échelle des élections françaises. Hein, je pense que
Ça ne pourra s'appuyer que sur une force politique, démocratique, ouverte, qui dépasse les clivages actuels des partis politiques et qui s'appuie beaucoup plus fortement sur les mouvements sociaux, tout en respectant, je disais, l'indépendance des structures syndicales et associatives, mais qui s'appuie beaucoup plus fortement sur les mouvements sociaux, sur celles et ceux qui les portent, etc. Et je pense que c'est qu'à... Et par ailleurs, je dirais, dernière chose, ça ne se fera aussi, de mon point de vue, qu'à condition d'associer pleinement la gauche et l'écologie. Parce que, évidemment, moi, depuis quelques jours, j'ai fait plusieurs universités d'été. Quand on dit c'est l'écologie qui va rassembler tout le monde, non, c'est pas que l'écologie qui va rassembler tout le monde. C'est l'écologie et la gauche. Et c'est la gauche avec toutes les valeurs qu'elle porte historiquement. Voilà. Et donc, c'est aussi les questions sociales. D'ailleurs, on ne peut pas dire que c'est que l'écologie qui va rassembler pour les prochaines élections, parce qu'il n'y a pas que il y a évidemment la fin du monde, mais il y a aussi la fin du mois, et notamment dans la période actuelle. Donc, je pense qu'il faut effectivement une force politique, démocratique, pluraliste, etc., qui propose une vraie rupture avec le système, qui n'ait pas peur de poser la question du dépassement du capitalisme et donc de ses composantes néolibérales et productivistes, mais qui soit, voilà, ouverte à la pluralité et qui... je ne sais pas si nous, ce qu'on a fait dans Plus Jamais Ça, pourra donner des façons de faire ou indiquer des façons de faire, mais c'est vrai que le fait de partir du contenu n'empêche pas aujourd'hui d'avoir un arc de force très large, à condition de respecter aussi, de permettre aussi une convergence de façon démocratique de toutes les forces qui se retrouvent sur un certain nombre d'idées, quoi. Voilà. Mais non, je finirai là-dessus. En tout cas, c'est justement, de mon point de vue, le respect de l'indépendance des structures qui fait qu'on peut d'autant plus se battre ensemble. Mais il y a aussi quelque chose qui doit être dépassé, c'est de la part de certaines forces politiques, je parle là au niveau français, la tendance, disons, à soit être indifférent aux mouvements sociaux, soit quand ils sont forts, à vouloir les instrumentaliser. Et donc, il faut repenser les rapports entre mouvements sociaux et forces politiques. Et là, il y a un énorme travail à faire. Il faut peut-être qu'on le fasse, notamment à travers les mobilisations qu'on pourra avoir en commun. Et pour avoir eu un certain nombre d'expériences de mobilisation commune avec des forces politiques, il y a encore un sacré boulot à faire dans les rapports entre forces politiques et mouvements sociaux. Bon, ta réponse est claire également les débats qui concernent le mouvement Abertzale en Pays Basque, c'est-à-dire le rapport entre les mouvements sociaux et les partis, la fonction des partis, la question de l'articulation, de la gestion institutionnelle et des revendications qui sont portées par les mouvements sociaux. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très, comment dire, très éclairant. Bon, pour continuer, en attendant des questions, c'est des questions des participants. Moi, je voulais te poser une question, mais en fait, c'est une question qui, à mon avis, pose débat à l'échelle de l'État français. Donc, on en a, dans l'échange, on en a un peu parlé, c'est-à-dire le rapport au territoire, comment on articule un processus de démocratisation qui s'inscrit dans la réciprocité des droits. Donc, il y a les personnes, les individus qui ont des droits, mais il y a également des collectifs. Et donc, quand on parle de collectifs, on peut également parler donc, des peuples qui existent dans le cadre de l'État français et donc qui essaient de s'affranchir ou en tout cas de s'ouvrir une voie pour la reconnaissance et le respect mutuel dans une perspective multiculturelle, etc. Donc, je sais que c'est une question, c'est une épine au sein de la gauche française qui est en lien avec la manière dont l'État-nation s'est constitué, donc une vision s'est développée. Donc, toi, personnellement et au sein d'Attaque, comment vous observez ce débat-là dans une perspective justement comme on disait tout à l'heure, de rassembler les différentes alternatives qui se constituent avec leurs spécificités et
d'arriver à une situation dans laquelle il peut y avoir une interaction et également une intercompréhension qui facilite ou qui alimente ce changement qui doit se développer à l'échelle de l'État français, mais également à l'échelle internationale. Donc, bon, je reviens plus ou moins à la question des différentes échelles. C'est-à-dire comment trouver une réponse à ce problème qui se pose avec acuité? Alors, c'est comme tu dis, pour moi, c'est presque un dent attaque, en tout cas. Et je pense plus globalement dans beaucoup de syndicats, de grandes associations en France, c'est largement un impensé. C'est-à-dire que la question de l'émancipation des peuples et du respect du droit et de l'autonomie des peuples, on le porte par exemple pour le peuple palestinien, mais dès qu'il s'agit des peuples au sein de l'État français, on a beaucoup plus de mal, voilà, pour le dire vite, et en l'occurrence par rapport notamment au peuple basque. Voilà. Et de mon point de vue, le contre G7 a été pour moi d'une grande richesse parce qu'il a permis aussi d'abord de se connaître et d'échanger, de voir aussi que il y a un peuple aussi qui porte, qui réclame ce droit à l'émancipation, à l'autonomie, l'émancipation, et et qu'il y a des raisons qui aujourd'hui, disons qu'il y a des combats qui aujourd'hui devraient sans doute être beaucoup plus partagés par la gauche française. Voilà. Mais tu vois, Egoï, c'est ce qu'on s'est dit. Je pense qu'il y a un travail beaucoup plus important à opérer entre cette gauche française. Quand je dis la gauche, pour moi, c'est la gauche sociale, politique, écologique. Hein. Quand j'entends la gauche, pour moi, ce n'est pas que les partis politiques, loin de là. Hein. C'est les syndicats, les associations, les mouvements, etc. On a sans doute aujourd'hui des liens et des combats à mener ensemble de façon beaucoup plus importante. Et il y a aujourd'hui dans l'État français bonapartiste, hyper centralisé, on a quelque part, pour moi, nos organisations n'ont pas su suffisamment s'associer, partager des combats comme celui du peuple basque, voilà, tout simplement. Et par ailleurs, alors au-delà de cette question au-delà, ça fait évidemment partie, mais je pense qu'on a, nous, comment dire, alors là, je parle de mon expérience personnelle, mais parce que je travaille aussi avec la Chambre basque, etc. Bon, je pense qu'au niveau du Pays basque, c'est un territoire, de mon point de vue, et pour connaître, en tout cas sur les questions agricoles alimentaires, pas mal d'alternatives ou de territoires, je pense que c'est un territoire absolument exceptionnel en matière d'alternatives, quoi. C'est-à-dire que sans doute ce combat, après moi je m'avance un petit peu et je voudrais bien en échanger avec vous là-dessus, hein, c'est que sans doute ce combat aussi, en tout cas amené aujourd'hui sur le territoire basque à des alternatives écologiques et sociales qui sont exceptionnelles et qui devraient qui nous montrent en fait des alternatives concrètes à ce système capitaliste en fait, parce qu'il se crée aujourd'hui des choses sur ce territoire basque, il se porte des choses que moi j'ai rarement vu, ou pas vu ailleurs en fait. Hein. Alors là, je parle moi de la question que je connais plus, qui est la question agricole alimentaire, mais qui est quand je vois le salon Lourama qui est capable d'amener, ce qu'on est incapable de faire au niveau de l'État, au niveau français. Je veux dire, on est incapable aujourd'hui de faire un salon comme Lourama. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je sais qu'il y a une tonne d'alternatives au Pays basque, mais je me dis, ce territoire est capable aujourd'hui de telles alternatives, quoi. Et surtout d'un tel appui par une grande partie de la population, quoi. Voilà. Sur des événements, sur des mobilisations et sur des alternatives qui sont quand même radicales et systémiques pour le coup. Dernière chose je vais revenir au lien entre partis politiques, forces politiques et mouvements sociaux. Je sais que c'est un débat chez vous. Moi, je le dis bien, je parle à partir de ce que je connais au niveau français. Je n'ai pas du tout la prétention je suis pas sûre qu'on puisse faire je ne sais pas jusqu'à quel point on peut mettre ça en regard avec ce qui se passe au Pays basque. Mais par ailleurs, je pense qu'au niveau territorial, ce n'est pas seulement vrai pour le Pays basque. Les relations entre forces politiques et mouvements sociaux sont sans doute plus
moins compliqué, en fait. Ce qui d'ailleurs va dans le sens aussi d'une émancipation au niveau territorial. Je pense que nous, on le voit dans les dynamiques plus jamais ça. Hein. Il y a des dynamiques plus jamais ça au niveau local qui sont constituées sans souci avec les forces politiques. Parce que les gens ont plusieurs casquettes, parce que voilà. Et du coup, au niveau territorial, cette possibilité d'alliance commune, de mobilisation commune est sans doute plus facile à ce niveau territorial et à une échelle plus, comment dire, moins nationale, quoi, enfin moins nationale. En tout cas, en France, je parle de la France là, je pense qu'au niveau territorial, les choses sont plus faciles, quoi. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, mais là, je m'avance sur plein de choses que j'ai souvent pas discutées, donc voilà. Je me permets d'établir un parallèle justement sur ces rapports entre le centre et la périphérie. Tu en parlais tout à l'heure. C'est quand même symptomatique que la plus grosse mobilisation qui ait lieu dans la phase de déconfinement ou après le déconfinement, ça soit une mobilisation qui émane de la périphérie, en tout cas des territoires populaires où la question de la violence policière se pose, mais où il me semble d'autres questions se posent, c'est-à-dire la question du rapport à la diversité, la question du multiple, la manière dont cette diversité a été approchée, donc toutes les problématiques qui émanent un peu d'une vision très étriquée. Et bon, je me permets d'établir un parallèle parce que c'est-à-dire que on se retrouve ici en périphérie face au même écueil. Donc la manière dont la question est aujourd'hui approchée, la question de ce territoire, a des similitudes. Alors bien sûr, les réalités sociales sont totalement différentes, les réalités historiques sont totalement différentes, mais il y a quand même des similitudes. Et il me semble voilà, que c'est quand même le fait que ce mouvement soit le mouvement le plus important dans un moment bien précis, doit permettre également d'ouvrir le débat sur la question de l'alternative à construire au système capitaliste. Donc il y a eu les différentes mesures qui ont été proposées dans la réflexion que vous avez portée, mais donc cet élément-là doit être quand même un élément quand même important, c'est-à-dire le rapport au multiple, le rapport à la diversité, comment on construit une alternative dans la diversité. Oui, tu as tout à fait raison. Il faut le placer dans une question de rapport de domination de l'État français, en fait, et de rapport de domination instauré au sein de l'État français, rapport de domination, mais qu'il faut croiser, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, mais rapport de domination patriarcaux, racistes, autoritaires et contre les peuples qui souhaitent l'émancipation. Donc c'est ça qui, de mon point de vue, qui fait sens. Et quand on parle d'un système capitaliste dans ses versions néolibérales et productivistes, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous les rapports de domination qui ne sont pas propres qu'au capitalisme, hein, mais en tout cas que le capitalisme porte en lui, tous ces rapports de domination dont je viens de parler, quoi. Et après, la vraie question, c'est effectivement comment on arrive ensemble, en fait, à faire corps à un moment donné, à s'unir, à se rassembler pour porter une même critique de ce système-là qui instaure tous ces rapports de domination, capital-travail, capital-nature, rapports de domination patriarcaux, autoritaires contre les peuples, etc. Comment on arrive à associer ces différents rapports de domination et les différents mouvements qui se battent contre ces rapports de domination pour peser dans le rapport de force. Et bon, voilà, et je pense qu'effectivement, la période, elle est compliquée. On n'a pas de... c'est tout le débat sur les classes sociales et le fait qu'on n'a plus une classe sociale ouvrière constituée, cohérente, etc., qui se battrait contre le monde patronal, quoi. Et on a un besoin aujourd'hui de se rassembler autour de toutes ces entre dominés finalement, ou entre personnes qui refusent cette domination, ces rapports de domination. D'où, je te rejoins avec gauche, d'où l'intérêt aussi de bien davantage travailler ensemble. Mais ça, je crois qu'on l'a. Contre G7, pour le coup, ça a été pour moi une. Enfin, pour Attaque, je pense que de manière générale, et les mouvements qui étaient là, les mouvements français qui étaient là, je pense qu'il y a eu cette prise de conscience-là. Voilà, qu'on n'a peut-être pas mené. On aurait dû avoir une université des mouvements sociaux aussi en France où
où on souhaitait qu'il y ait tout un séminaire, tout un travail ensemble avec le mouvement Abersalé sur ces questions-là. Bon, voilà, et je pense qu'aujourd'hui, en s'appuyant sur ce qu'on a réalisé ensemble, pour le coup, parce qu'on l'a vu dans le contrôle G7, c'est-à-dire qu'on porte ensemble, en fait, tout un ensemble d'alternatives, de critiques et d'alternatives au système, c'est voilà, de poursuivre ça pour pouvoir le porter ensemble et intégrer nous pleinement, mouvement, organisation française, intégrer pleinement cette question des dominations, de la domination des peuples, de la périphérie de manière plus générale, comme tu le dis. Bon, merci beaucoup, Aurélie. Donc, on a fait le tour de différentes questions. C'était fort intéressant. Donc, voilà, merci pour ton intervention. Hein? Merci à vous. Et donc, on te dit à bientôt pour les prochaines luttes. Merci, à très bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir.